Place à présent à l'invité du grand journal Midi 1 Morning. La visite de l'ambassadeur de France au Maroc, Christophe Lecourtier, dans les provinces du Sud, accompagné d'une importante délégation d'hommes d'affaires français, marque un tournant décisif dans les relations franco-marocaines du 11 au 13 novembre 2024. Cette mission diplomatique et économique d'envergure a sillonné les régions de l'Aïn, Saqi el-Hamra et Dakhla Oued el-Dahab. Pour en parler, nous sommes en direct avec Zakaria Abou Dahab, professeur des relations internationales et de sciences politiques à l'Université Mohamed V de Rabat. Bonjour, professeur Abou Dahab, et merci d'être avec nous. Bonjour, Madame Sana, avec plaisir. Merci. Alors, en marge de sa visite à l'Aïn, l'ambassadeur de France au Maroc a déclaré que les provinces du Sud constituent le nouvel horizon des actions et des stratégies de la France dans ses relations avec le Royaume du Maroc. Que faut-il entendre par cette déclaration ? C'est que dans la démarche française, en termes de projection, notamment géoéconomique, la France compte s'appuyer sur le Maroc, notamment à travers ses provinces du Sud. Et donc là, on parle de deux régions majeures, la région l'Aïn et Dakhla. Donc, centre de gravité plus ou moins, si on considère que potentiellement ce sont deux régions qui vont recevoir des investissements substantiels de la part non seulement de la France, mais d'autres, et que donc la France voudrait avoir sa part dans un marché qui va crescendo. Pourquoi? Alors on remonte, Madame Sana, à quelques semaines lors de la visite d'État de M. Macron, l'accueil chaleureux qui lui a été réservé par Sa Majesté le Roi, et notamment la conclusion quand même de 22 accords. Et il y a ce qu'on appelle des MOU, qui pratiquement atteignent le chiffre de 10 milliards de dollars ou d'euros. Ce n'est pas rien. Et donc, il est clair que les deux régions que nous venons de citer vont recevoir une part substantielle de ces investissements, et notamment, peut-être même, les infrastructures auront la part du lion. Alors là, on anticipe évidemment l'achèvement des travaux concernant le port de Dakhla, qui est un port atlantique, qui en réalité ne servira pas seulement la ville de Dakhla ou le Maroc, mais de façon générale, vous savez, avec des projections au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Ce que j'ai compris, c'est que la France voit aussi le Maroc comme étant un allié essentiel pour qu'elle puisse ou qu'ils puissent les deux aller investir ensemble au niveau de l'Afrique de l'Ouest, pardon, qui est un marché extrêmement important. Et donc là, on voit très bien des connexions tout à fait intelligentes qui vont aussi peut-être rallier d'autres participants. Et là, on pourrait recourir au concept de triangulation, par exemple France-Maroc, Union européenne, France-Maroc, États-Unis, prenant en considération que désormais, le Maroc joue le rôle d'État pivot au niveau continental. Lors de son déplacement, l'ambassadeur de France au Maroc a multiplié les échanges visant la consolidation du partenariat franco-marocain dans les provinces du Sud. Quelles sont, selon vous, les perspectives de cette coopération bilatérale ? Ce sont des perspectives extrêmement prometteuses et importantes, parce que nous sommes dans un tournant aujourd'hui, dans la relation avec la France, mais aussi dans une accélération. Donc, on a, on va dire, entre guillemets, assaini le dossier politique. Maintenant, tout est ouvert pour qu'il soit investi par des actions continues et durables qui tiennent compte, premièrement, je le crois fortement, des besoins des populations sur place. Et là, ça me permet aussi de dire que si véritablement il y a des instances qui représentent les Marocains sahraouis, ce sont bien les instances locales. Et évidemment, Monsieur le Courtier, l'ambassadeur de France au Maroc, mais aussi la délégation qui l'a accompagné, avait rencontré les élus locaux, notamment le président de la commune de l'Aïn, le président de la région, les deux présidents en fait, que ce soit de Dakhla et de l'Aïn, et en plus, bien entendu, d'autres représentants qui finalement contribuent réellement à donner un contenu concret à cette notion de représentation. Par ailleurs, je voudrais quand même dire que aussi le Maroc a des attentes, mais aussi a des besoins en termes d'infrastructures et de compléments d'investissement
Tenant bien compte que le Maroc est doté d'une nouvelle charte de l'investissement qui est plus attractive, que le Maroc aussi a des lignes de financement très importantes qu'il pourra mobiliser. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on pourrait concevoir des participations aussi triangulaires. Je pense à la visite de Sa Majesté le Roi aux Émirats arabes unis. C'était en décembre 2023. Les Émiratis sont aussi intéressés par des projections de ce genre. Et on pourrait alors dire ici, par exemple, que l'initiative atlantique de Sa Majesté, désenclavement, gazoduc, l'initiative 3A, adaptation de l'agriculture africaine, toutes les questions liées au climat, etc., vont avoir une place dans cette nouvelle stratégie ou ce partenariat stratégique multidimensionnel, très prometteur. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est une accélération. On va vers la consolidation. Ce sera alors la traduction du concept de Professeur, partenariat d'exception historique avec la France. Professeur Abou Dahab, l'un des secteurs qui suscite l'intérêt des investisseurs français dans cette région est celui des énergies renouvelables. Le Maroc, reconnu pour ses efforts en matière de transition énergique, a vu ces dernières années un fort engouement pour ces projets. L'ambassadeur français a d'ailleurs évoqué la volonté de la France de soutenir les initiatives marocaines dans ce domaine. Qu'en pensez-vous ? Ce sont les secteurs d'avenir et on ne peut aujourd'hui en faire fi quand on sait aujourd'hui c'est la tendance mondiale. Le Maroc offre un potentiel considérable dans plusieurs types d'énergie renouvelables, que ce soit l'éolienne, que ce soit l'énergie hydraulique, que ce soit également l'énergie générée par les vagues, c'est important. On pourrait aussi parler d'autres types d'énergie. L'hydrogène vert, c'est important que le Maroc émerge en tant que hub, non seulement régional, mais continental, voire même mondial. À cela, il faudrait dire que d'autres acteurs internationaux sont intéressés par le Maroc. Là, je peux citer l'Allemagne, on peut citer le Royaume-Uni, etc. Et donc, finalement, je crois qu'il y a là une sorte de convergence entre les besoins internes du Maroc en termes de stratégies sectorielles qui ont été déclinées. Par exemple, atteindre probablement à 50% même en termes d'autosuffisance en énergie propre du Maroc à l'horizon 2030. Et puis se préparer à la décarbonation qui est exigée par l'Union européenne, passer dans le cadre, par exemple, de l'industrie automobile à tout ce qui est hybride, etc. Et la France a bien compris qu'il s'agit de mettre le curseur dans ce genre d'énergie pour accompagner le Maroc et en partager les profits qui peuvent en résulter. Le tourisme représente un autre levier majeur de développement des provinces du Sud. Ces régions regorgent d'atouts naturels et culturels et peuvent attirer les investisseurs et les touristes français. La France pourrait-elle se positionner comme un partenaire privilégié dans ce secteur, essentiellement dans les provinces du Sud, selon vous ? Absolument, ça remonte à il y a plusieurs années. Il y a le surf à Dakhla, c'est une ville qui est extraordinaire, avec des dunes, avec des lagunes, avec un paysage remarquable, exceptionnel. Les touristes français sont connus pour être des clients traditionnels du Maroc. Aujourd'hui, ça va encore crescendo en perspective de l'élargissement des aéroports du Maroc et la desserte ou le desservement de Dakhla. Regardez, bientôt l'inauguration quand même de l'autoroute Tiznit-Dakhla, ce qui n'est pas rien. Et c'est un chantier de Rennes qui a demandé beaucoup d'années, qui a été lancé par Sa Majesté le Roi dans le cadre du plan de développement des provinces du Sud, c'était en 2015. Et donc aujourd'hui, avec les projections que nous avons, par exemple, l'organisation de manifestations sportives, non seulement au niveau national, régional, continental, voire même mondial, en perspective également des rendez-vous, y compris le mondial de 2030, je pense que c'est une question qui est adossée à la stratégie de tourisme marocaine, qui doit encore gagner en visibilité. Et là, nous sommes véritablement dans une sorte d'accélération parce que le touriste français, en plus du fait qu'il aime beaucoup les paysages, etc., est aussi friand de questions culturelles, de l'art gastrique, l'art culinaire, mais aussi le vestimentaire, etc. Et on a vu comment, par exemple, le courtier avait porté le Draïa Sahraoui comme symbole de cette culture locale très forte, précisément. Parlons à présent de la portée politique de cette visite. Peut-on dire qu'il s'agit d'une première traduction sur le terrain, confirmant la position française de la souveraineté
marocaine sur son Sahara? Alors, je pense qu'il faut quand même dire que la France a eu le mérite d'être peut-être le premier pays à avoir reconnu pleinement la souveraineté marocaine sur les provinces du Sud, à aller de manière accélérée, de façon très singulière, parce que, bon, vous l'avez dit, Madame Sena, ça donne concrètement du contenu à une déclaration qui a été faite par Monsieur Macron à l'occasion de la fête du trône, mais également dernièrement lors de sa visite d'État, surtout devant les représentants de la nation. Non seulement cela, mais c'est quand même ce qui est intéressant à mon avis, parce que ça donne un message très fort aux ennemis de l'intégrité territoriale du Maroc. Regardez les élus qui sont partie prenante dans cette problématique d'accompagnement des investisseurs étrangers. C'est une démarche de terrain. Et ben, j'étais agréablement surpris aussi par la qualité même des discours qui ont été donnés, par exemple par le président de la région de Dakhla ou le président de la région de l'Aïeul. Ce sont donc des personnes qui ont le niveau et qui sont capables d'opérationnaliser même le concept de coopération internationale décentralisée. Je profite de l'occasion, parce que c'est important de le dire, Madame Sana, que dans le projet marocain relatif à l'autonomie du Sahara marocain, il y a une partie qui est réservée aux partenariats internationaux, et donc les régions et les communes peuvent aussi nouer des accords avec des entités étrangères tout en se conformant à la Constitution. Et là, c'est une opérationnalisation de ce concept d'autonomie que le Maroc, évidemment, a avancé. Et il va pour le concrétiser. Et je crois que cette dernière visite, Monsieur le Courtier, avec la délégation d'hommes et de femmes d'affaires, ce sont aussi des leaders d'opinion et des décideurs, donne un contenu concret à cette démarche marocaine d'autonomie. Et ça projette le Maroc et les régions du Sud vers l'avenir, vers des horizons très prometteurs. Professeur Zakaria Bouddahab, je vous remercie pour cet éclairage. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes professeur des relations internationales et de sciences politiques à l'Université Mohamed V de Rabat. Avec plaisir, Madame Sana. Bonne journée.